Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'édition de la mi-journée sur la chaîne la plus proche des populations, RTI 2. Au sommaire de ce journal, nous irons dans la commune d'Abobo visiter ensemble le musée culturel Adamantou Kara, véritable réservoir qui constitue une richesse pour les personnes de toutes les générations. Et puis hors de chez nous, sachez qu'en Équateur, un séisme a fait au moins 12 morts. Merci de votre fidélité. Le musée Adamantou Kara est un véritable réservoir culturel, touristique, artistique et historique. Des sculptures, des tableaux, des œuvres d'art qui constituent une richesse pour des personnes de toutes les générations. Dans ce musée, les expositions des artistes de plusieurs pays du monde se succèdent chaque année. Et celle-ci que nous voyons maintenant est celle de Aïda Mouliné, une Éthiopienne. Découvrons tout de suite le troisième plus grand musée de l'Afrique de l'Ouest. C'est le premier musée dédié à l'art contemporain en Côte d'Ivoire. En son sein, une gigantesque sculpture faite en liane depuis les temps coloniaux. Avant, on trouvait cette sculpture-là à l'aéroport. Donc après, ça a été muté au Palais de la Culture. Donc c'est ainsi que ça s'est retrouvé ici au musée. Cette œuvre d'art est appelée la Restauration. Elle marque 3 âges de l'économie ivoirienne sous l'emprise des colons. Il y avait cette période où l'économie de la Côte d'Ivoire était notamment contrôlée par la France. Donc on peut remarquer ici que elle est grande, l'économie était fulgurante. Donc dans la deuxième sculpture, on remarque que la sculpture a des ressources, a une poitrine. Voilà, donc là, on parle de l'indépendance et la connaissance des ressources naturelles de la Côte d'Ivoire. Donc dans la troisième sculpture, on voit que l'enfant n'arrive pas à arriver au niveau de la poitrine, comme si la Côte d'Ivoire n'arrivait pas à utiliser ses ressources naturelles. Le musée contemporain Adamantou Kara, situé au cœur de la commune d'Abobo, regorge 2 salles d'exposition avec une panoplie de photographies, de dessins, de sculptures qui relatent les histoires, les cultures, des traditions de plusieurs pays du monde. À travers cette image, l'on dénonce le racisme et l'apartheid en Afrique du Sud. Il nous fait savoir ici qu'après tous ces incidents, il existe une nouvelle génération de jeunes Sud-Africains qui expriment le désir de vivre ensemble, qui fréquentent les mêmes endroits scolaires, qui arrivent même à se marier, même s'il y a encore une minorité de Sud-Africains pour qui la race noire reste inférieure, comme cette dame qui a embauché une femme dont elle ne connaît même pas le nom, dont elle ne connaît pas la famille, et qui l'appelle souvent par des signes comme « ps » dans la maison. Sur cette représentation, le peuple Takanuka, un peuple qui vit en Amérique latine, précisément au Pérou, selon la tradition, s'affronter pendant la fête de Noël contribue à resserrer les liens entre les membres de la tribu. C'est aussi le jour où des personnes qui entretiennent des relations déjà amicales ou fraternelles choisissent aussi de s'affronter dans le but de consolider leur union, leur amitié. Autrefois, les femmes étaient entraînées pour l'anti-braconnage afin de se défendre contre les animaux féroces en Afrique du Sud. Elles sont appelées les mambas noirs. Des femmes noires habillées en quelque sorte comme des militaires nous fait savoir qu'en Afrique du Sud, il existe une armée typique qui est entraînée et qui est majoritairement formée de femmes à combattre contre le braconnage. Et elles sont aussi entraînées dans l'intervention des confrontations entre les animaux dangereux. Derrière ces milliers d'images se cache l'histoire des peuples, des pays et du monde. Cette infographie, quant à elle, nous présente l'histoire de la femme africaine avant et après la colonisation. Elle a perdu son identité selon l'artiste. La femme africaine qui vivait en fonction de sa propre culture, de sa tradition, et la femme africaine après la colonisation. C'est pour montrer en quelque sorte que la femme africaine a perdu son identité et maintenant a tendance à imiter maintenant, les choses d'autres horizons. Cet espace regorge essentiellement les photographies réalisées par les jeunes d'Abobo, prises dans leur réalité quotidienne. Une manière de les inciter à s'intéresser à l'art à travers la photographie. Ils ont essayé de photographier en quelque sorte leur moment de religion
leur récréation, les vendeurs et les vendeuses ambulantes de leur commune, les réalités de la commune d'Abobo en quelque sorte. Dans ce musée, l'identité culturelle de la ville d'Abidjan est représentée. Le Gbaka, mini-car beaucoup utilisé dans le transport en commun par les Abidjanais. L'objectif de cette exposition-là, c'était de casser la barrière qu'il y avait entre la population abobolaise et le musée. Parce qu'avant, la population abobolaise avait du mal à rentrer ici au musée. Ce Gbaka, qui est le transport en commun utilisé beaucoup, c'est ici à Bobo, on le met en avant. Aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine vraiment du musée. Et on l'a laissé là pour que ça montre aux gens qui viennent ici que cette exposition et ce Gbaka-là fait partie de cette œuvre-là qui a cassé cette barrière-là ici au musée. Toutes ces multiples photographies ont un seul slogan, inciter le monde à visiter l'Afrique et à faire découvrir l'Afrique au monde par les images. Une véritable richesse et un lieu d'attraction pour les personnes de toutes générations d'ici et d'ailleurs. Moi, ici, au Guinée, comme je suis venu à Abidjan, ici, je profite pour faire la visite ici. La culture africaine, c'est très bon, on doit garder ça, on doit sauvegarder. J'ai vu une histoire pendant les Noëls, les gens s'affrontent et après ils se réconcilient. C'est une découverte pour moi. Ce centre culturel ne dispose pas seulement d'images et de sculptures, mais aussi d'une bibliothèque publique générale avec 5000 ouvrages et une médiathèque équipée de 14 ordinateurs destinés à la recherche. Une véritable opportunité pour certains. On a quand même quelques ouvrages assez intéressants aussi par rapport aux thématiques auxquelles j'accorde de l'importance. Et puis aussi, ça me permet aussi de faire des recherches, surtout au niveau de la médiathèque où on avait la possibilité d'avoir la connexion 24h/24. Ça fait un bout de temps que je fréquente cette bibliothèque. Je viens pour le calme, pour étudier dans le calme. L'accès à la bibliothèque est régi par un droit d'abonnement annuel. Du CP jusqu'à la terminale, qui est 5 000 francs l'année. On a les étudiants toutes catégories confondues, qui est 7 000 francs l'année. On a les professionnels et les particuliers qui sont à 10 000 francs l'année. Ce musée aspire à valoriser l'art contemporain ivoirien, africain, avec pour but d'initier les populations défavorisées aux beaux-arts et permettre aux artistes de rencontrer la création du monde. C'est vraiment les Abobolais qui viennent, puisque 60% de la fréquentation, c'est les gens d'Abobo. Alors, c'est pas encore tout Abobo, parce qu'Abobo est grand, hein. Mais au moins, entre Yopougon et Abobo, c'est vrai que c'est un endroit qui se sont appropriés. Et nous en sommes tous très, très contents. Inauguré le 20 mars 2020, le musée Adama Toungara est le 3e plus grand musée d'Afrique. Il est devenu aujourd'hui un site touristique qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire avec ses nombreux visiteurs qui viennent de partout dans le monde. En société, à quelques kilomètres de la commune d'Abobo, à Niama, la cité de la Kola, l'eau a cessé de couler dans les robinets du quartier Belleville 3 depuis 4 mois. Les populations sont obligées de parcourir de longues distances pour s'approvisionner dans le seul forage du quartier. Les nombreuses démarches entreprises auprès de la SODECI et de l'Office national de l'eau potable ONEP n'ont pas eu de suite favorable. À quand donc la fin du calvaire des populations d'Anyama, quartier Belleville 3? La réponse dans ce reportage signé Nour Sangaré et commenté par Joël Gosset. Belleville 3, dans ce sous-quartier d'Anyama, vit Awa Sanogo. Dans la concession de cette sexagénaire, l'eau a cessé de couler dans les robinets depuis 4 mois. Une situation que vit difficilement cette dame malade du diabète. Il n'y a pas l'eau du tout, il n'y a pas l'eau. Quand même, tu vois, il n'y a pas l'eau. En tant que j'ai diabète, j'ai tension, je dois prendre bourrette pour aller prendre l'eau. Moi, je suis fatiguée, je ne peux plus. Je ne peux plus du tout, je ne peux pas. Son beau-frère est obligé d'aménager son programme de travail pour lui venir en aide. Quand je vais au travail, elle m'appelle, elle me dit qu'il n'y a pas l'eau. Puis je vais prendre de l'eau au travail, 2 ou 3 bidons. Si tu vois aujourd'hui, il y a tas de bidons comme cela, c'est parce que j'achète en ville. Et prendre de l'eau en ville sur ma moto, venir en même temps à la maison. On vient tardivement, des fois je rentre à 22h, tardivement, elle prépare, on mange. Dans ce sous-quartier d'Anyama, avoir de l'eau potable est un véritable casse-tête. Les habitants sont obligés de recourir au seul forage du quartier. C'est le cas de Fanta, qui parcourt au quotidien
de longues distances pour s'approvisionner en eau potable en dépit de son état de grossesse. Il n'y a pas quelqu'un pour moi pour puiser. Donc, je dois venir puiser l'eau pour aller préparer. Depuis hier, il n'y a même pas l'eau. Mes enfants ne sont pas lavés jusqu'à aujourd'hui. Donc, ici, venir charger un bidon pour préparer. C'est pour cela que j'ai chargé. Moi-même, je ne dois pas soulever les trucs qui sont loulous. Mais je me suis forcée à faire. En file indienne, bidon et bassine en main, chaque jour, enfants, femmes et jeunes se dirigent vers ce forage à la recherche de la denrée rare et ce, moyennant de l'argent. Hey, tu es rempli barrique, tu es rempli bassine, tu es rempli bidon. Ça dépasse 1000 francs. Si tu as 2 barriques, tu dois remplir. Tu dois remplir au moins 20 bidons. Mais c'est au moins 3000 ou bien 4000. S'ils peuvent avoir pitié de nous pour envoyer l'eau la semaine, nous quand envoyer. On est fatigué. On vient à 6 h du matin, mais à 5 h, on vient débrouiller bidon. Pour que l'eau puisse se trouver là, tu dois venir débrouiller bidon. Là, celui qui vient, il sait que tu as bidon. Et puis maintenant, tu peux avoir l'eau. L'eau là n'est pas propre, on ne peut pas boire. On pompe se laver, ça pour préparer ça, mais souvent, mais ce n'est pas ça. Donc on a un problème d'eau, on veut l'eau. L'État n'a qu'à nous aider. Au dire des habitants du sous-quartier d'Anyama, les nombreux courriers adressés à l'ONEP, Office national de l'eau potable, pour trouver une solution à ce problème sont restés lettres mortes. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rendus dans les locaux de l'ONEP, dans la commune de Cocody. Selon le directeur général de cette structure, la fin des travaux de la station du traitement d'eau de la région de Lamé mettra fin au problème d'eau à Anyama. La capacité de production de la station est estimée à 240 000 mètres cubes d'eau par jour. Quand on aura fini de poser les réseaux de distribution de l'usine de Lamé dont je vous ai parlé, qui fait 240 000 mètres cubes par jour, le problème d'Anyama va être réglé parce que l'eau qui en fait devait aller à Anyama approvisionne à Bobo. Et donc, puisque l'eau qui viendra de Lamé va traiter le tout à Bobo, l'eau d'Abobo qui devrait aller à Anyama va repartir à Anyama. Donc, on aura un peu l'effet des vases communicants. Donc, de notre point de vue, la solution définitive du problème d'Anyama se trouve dans l'usine de Lamé, qui est construite, qui produit de l'eau. Mais il manque à poser des réseaux de distribution, de la dispersion, pour que cette eau-là puisse irriguer l'ensemble de toutes les localités que sont Abobo et ses environs. Donc, par avoir des conséquences également à Anyama. Au fur et à mesure qu'on posera les canalisations, on va commencer à donner l'eau aux populations. Donc, de mon point de vue, la situation d'Anyama va être complètement réglée d'ici la fin de l'année 2023. Les habitants d'Anyama, en particulier ceux de Belleville 3, devront encore attendre jusqu'à la fin de l'année 2023 pour voir l'eau couler à nouveau dans leur robinet. Nous espérons juste que les forces vives de la commune d'Anyama réagiront pour le bonheur et le bien-être des populations de cette cité. Nous vous le disions en titre, au moins 12 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées hier samedi lors d'un tremblement de terre dans le sud de l'Équateur qui a provoqué d'importants dégâts et a touché aussi le Pérou voisin. Selon l'Institut sismologique américain, la magnitude du séisme a atteint 6,8. Les autorités équatoriennes ont pour leur part évalué la magnitude à 6,5 et celle du Pérou à 6,7. Alors qu'il fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, Vladimir Poutine a visiblement décidé de s'afficher en zone conquise. Le président russe s'est rendu ce dimanche à Mariupol, ville ukrainienne dévastée par les bombardements. Et selon le Kremlin, cité par les agences de presse russes, Vladimir Poutine s'est rendu dans cette ville en hélicoptère. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.